may ko fu nu léewtoowee la ilaha illallah way fay bañ na yàlla na ko door na ko xor na ko kon dee na ko mu daan Pape Sow nga may koon si ibut la ko door na ko ci kaw oh jàppante nañu attention ali na ko door mu bañ door na ko ci bëre doole ga ay nga bëre doole Ama Baldé daan na ko Ama la battu le fils de Falaye Baldé Yékini door mu daanu Xaba la ilaha illallah la ilaha illallah Quel Sénégalais n'a pas joué à la lutte durant son enfance? La lutte sénégalaise, connue sous le nom de lambe en wolof, est le sport le plus populaire du Sénégal. Les lutteurs célèbres de ce sport bénéficient d'une immense notoriété, avec des gains considérables à chaque combat, souvent atteignant des millions. Bon, certes c'est en francs CFA, mais quand même. Chaque combat devient un événement majeur, attirant des milliers de partisans au stade, et pour ceux qui ne peuvent pas y assister, tous les combats sont diffusés en direct à la télé. La grande particularité de la lutte sénégalaise, c'est qu'elle est pratiquée avec des coups de poing à main nue, ce qui fait qu'elle se distingue complètement de la forme de lutte des traditions africaines. C'est un peu violent, je vous l'accorde. Cependant, si on regarde bien dans l'histoire, cette pratique n'a pas toujours été présente. Mais alors, comment tout ça a commencé ? À l'origine, à la fin de la saison des pluies ou lors des nuits de pleine lune, les villages voisins organisaient des festivités incluant des combats de lutte entre guerriers. Ces affrontements servaient à évaluer les compétences et l'agilité des participants, impliquant tous les hommes, des plus jeunes aux plus âgés. Les vainqueurs étaient récompensés par des récoltes, des présents, du bétail, et le guerrier victorieux devenait le héros de toute une nation, adulé par la population. En fait, pour empêcher les défis injustes, les combats étaient improvisés au cours des festivités, avec un fort sens de l'honneur à défendre. Pendant ces événements de lutte, il y a aussi un autre spectacle, mais cette fois-ci géré par les femmes, à qui leur rôle est tout simplement d'encourager leurs lutteurs à travers des chansons et des mélodies, tout ça accompagné par des tam-tams et des danses, et jusqu'à aujourd'hui cette pratique n'a pas été abandonnée. Sachez-le, la lutte sénégalaise est présente dans plusieurs ethnies au Sénégal, chacune ayant ses propres caractéristiques. Mais avant de nous plonger dans ces différentes formes de lutte, voyons ensemble, qu'est-ce qu'une ethnie ? Une ethnie est un groupe de personnes partageant des caractéristiques culturelles, linguistiques, religieuses ou historiques communes qui les distinguent des autres groupes. Ces caractéristiques peuvent inclure la langue, les coutumes, la religion, l'histoire partagée, la généalogie et d'autres éléments culturels. Les membres d'une ethnie peuvent se considérer comme faisant partie d'une communauté, partageant une identité culturelle commune. Il est important de noter que le concept d'ethnie est distinct de celui de race, qui est souvent basé sur des caractéristiques physiques, alors que l'ethnie est davantage liée à des aspects culturels et sociaux. Les groupes ethniques peuvent être assez larges et englober des grandes populations ou être plus restreints et se concentrer sur des communautés plus petites. Par exemple, au Sénégal, ce sont les principaux groupes ethniques qui divisent le pays. On peut citer les Wolofs, les Peuls, les Sérères, les Diola, les Mandeng, les Soninké et d'autres encore. Chacun de ces groupes a sa propre langue, sa culture distincte et ses traditions, et la coexistence harmonieuse de ces différentes ethnies contribue fortement à la richesse culturelle du Sénégal. Bon, maintenant que vous savez ce qu'est une ethnie, voyons voir comment la lutte est pratiquée en fonction de celle-ci. Faut savoir qu'on compte 4 ethnies précurseurs à l'époque, à commencer par les Sérères. Chez les Sérères, la lutte reflète la société dans son organisation et ses croyances. Ils pratiquent la lutte sans frappe et avec frappe, mais c'est vraiment la lutte sans frappe qui reste l'activité majeure. Des rencontres inter-villages sont organisées après les récoltes, avec les anciens jouant un rôle essentiel dans l'organisation. Les lutteurs cherchent à conserver les drapeaux et à remporter des prix tels que des chevaux et des bœufs, et l'argent lié à la lutte avec frappe a conduit certains champions à migrer vers la capitale, où ils rejoignent l'écurie Sérère à Thiaroye-sur-Mer. Les Diola, concentrés autour de Ziguinchor, maintiennent une forte tradition de lutte, vue comme un moyen d'éducation. Ils pratiquent la lutte sans frappe et se spécialisent dans les arrachés en raison de leur morphologie développée par leur activité agricole. À Dakar, l'écurie Diola, sous la tutelle des arènes Émile Badiane, est le bastion de la lutte traditionnelle sans frappe. Les Wolofs, marqués par une histoire de guerre, ont fait de la lutte une étape cruciale pour devenir soldats. La lutte avec frappe, qu'ils ont donc appelée le lambe, est une compétition d'élite, tandis que les séances de lutte sans frappe, appelées les mbapat, sont considérées comme une école
préalable à la lutte avec frappe. Les Damel, rois du Cayor, et les Teignes, rois du Baol, soutenaient les lutteurs, participant eux-mêmes aux lambes. Les lutteurs étaient évalués non seulement par leur performance physique, mais aussi par leur éloquence et leur humour face à l'adversaire. Les tout-couleurs, présents dans la vallée du fleuve, sont connus pour leur élevage et leur pratique de la lutte avec des mouvements acrobatiques. Ils sont représentés à Dakar par l'écurie du Wallo, rivalisant en lutte avec frappe contre les Sérères. La technique, déterminant le style des lutteurs, tend à disparaître en raison de la popularité croissante de la lutte avec frappe, où la force brute l'emporte souvent sur la technicité. Ce sont tous ces mélanges qui ont mené aux formes de lutte que l'on connaît aujourd'hui. La lutte avec frappe occupe une place significative dans le monde sportif de Dakar et se manifeste à travers divers médias tels que la radio, la télévision et les journaux. Et pour l'avoir vécu, je peux vous assurer que le jour d'un grand combat, l'ambiance est digne d'une finale de Coupe du Monde. Aujourd'hui, c'est principalement la capitale qui détient le monopole de la lutte avec frappe. Mais ça n'a pas toujours été le cas, car il y a quelques années, des combats de lutte avec frappe étaient fréquemment organisés dans d'autres capitales telles que Saint-Louis, Diourbel, Kaolack et Louga. Malgré son exploitation actuelle à des fins commerciales à Dakar, la lutte avec frappe avait autrefois une dimension culturelle et représentait l'expression festive d'une communauté, surtout en milieu rural. En fait, remonter l'historique de la lutte avec frappe est assez compliqué parce que la plupart des infos qu'on obtient aujourd'hui, c'est à travers l'expression orale. Et vous connaissez très bien le problème de l'expression orale, c'est qu'en fonction de qui le raconte, les infos ne sont pas toujours cohérentes. Donc autant vous dire qu'en écrivant cette vidéo, j'étais à peu près au bord du burn-out. Malgré des semaines de pétage de câbles, j'ai quand même réussi à ramasser quelques infos et commençons tout de suite par poser un contexte historique. Faut savoir que la lutte avec frappe remonte à l'Antiquité, mais il est plutôt connue sous le nom de pugilat ou combat à main nue. Elle était présente dans la Grèce antique, intégrée dans les écoles aux côtés des beaux-arts et de la philosophie. En Afrique, elle aurait réapparu dans les royaumes du Cayor, du Jolof, du Baol, du Wallo et du Sine, régions qui faisaient partie du domaine traditionnel du Wolof. Au fil du temps, la lutte avec frappe a évolué, passant d'une activité utilitaire préparatoire au métier de soldat à une activité récréative et culturelle, notamment avec l'apparition du lambe à la fin du 19e siècle. Mais contrairement à ce qu'on a vu avant, c'est-à-dire dans les villages et les différentes ethnies, comment ils fonctionnaient, faut savoir que ce style de lutte-là était réservé à l'élite et il est sélectionné par sa valeur morale et athlétique. Les compétitions de cette forme de lutte-là se déroulaient en plein jour, contrairement au mbapat, et surtout étaient organisées après les récoltes sur une période de 8 jours. Au cours de ces événements, les lutteurs venaient de divers horizons pour se mesurer et surtout augmenter la renommée de leur village. La semaine comprenait 7 jours de lutte sans frappe, suivi d'un 8e jour où le champion est désigné lors d'un combat autorisant l'utilisation de la frappe, souvent accompagné de violence. Et pour faire plaisir aux plus sensibles d'entre vous, faut savoir que ces festivités étaient accompagnées avec l'abattage des animaux. Bon, je vous rassure, aujourd'hui ce n'est plus du tout le cas, ça a quand même pris une forme un peu plus pisse, on va dire. L'évolution de la société, marquée par l'abolition de la traite des esclaves, l'influence croissante de l'islam et l'implantation du pouvoir colonial, a conduit à une mutation des modes de vie, entraînant une dévalorisation du guerrier. C'est là que les castes guerrières ont redonné un nouveau sens à la lutte avec frappe, la transformant en activité récréative et culturelle, tout ça en lui donnant un nom, le lambe. Faut savoir que pendant la période coloniale à Dakar, la lutte avec frappe se partageait le podium avec les courses hippiques et les régates qui étaient les principales activités récréatives pour la population noire. Bien que d'autres sports européens ont été introduits à Dakar dès 1760 par des marins, ils étaient principalement pratiqués par les étrangers tels que les Européens, les militaires et les membres de l'administration coloniale. En fait, les premières associations sportives autochtones n'ont émergé que en 1945. C'est pas parce que la lutte avec frappe émerge que la lutte sans frappe a été délaissée. Non, au contraire. En fait, c'est juste le sens de sa pratique qu'a changé puisque c'était devenu une activité de détente organisée dans les quartiers de Dakar dans les années 1920. Des champions renommés tels que Pat et Diop, Yumbel Chow et Babacar Chow ont émergé de ces rencontres populaires principalement à Mbot, qui est l'actuel plateau, et à Santhiaba, qui est l'actuel Médina. Vers 1924, la lutte à Dakar a connu des grands changements majeurs avec l'arrivée de plusieurs champions du Cayor et du Baol, dont Medoune Roulé Sanordien et Jerry Sadio. C'est eux qui introduisent la lutte avec frappe. Ils ont inspiré toute une génération et leur popularité grandissante a incité plusieurs lutteurs à s'initier à la boxe. On va progressivement assister à la mort de la lutte sans frappe qui va laisser place à la lutte avec frappe qui en fait à chaque combat attire un public de plus en plus nombreux. Le français Maurice Jacquin a joué un rôle crucial en organisant des combats de lutte avec frappe dans une enceinte fermée dès 1927. Et c'est ces combats organisés par Maurice qui vont complètement initier la création des arènes. Déjà dans les années 30, il y a 3 arènes qui se font construire à Dakar. En premier,
il y a eu l'arène dianiste, construite en 1930, l'arène sénégalaise, qui lui est construite en 1933, et l'arène Pathé Diop, qui est construite en 1939. Évidemment que la création de ces arènes-là n'est absolument pas pour le bien du peuple, car ces arènes visent tout simplement à se partager des bénéfices sur les combats. Des organisateurs aussi commencent à se faire un nom, tels que Babacar Camara, Kantara Fall, Yahya Diop, et j'en passe. Et c'est à cette période qu'on va aussi voir les premiers textes qui vont venir réglementer la lutte avec frappe, et qui préconisent un seul terrassement pour la victoire, et en cas d'égalité, le combat est reporté jusqu'à ce qu'il y ait un vainqueur. En soi, c'est les seules règles qui sont actées, puisque tous les coups sont permis. Mais vraiment tout. T'as envie de mordre ton adversaire, mais vas-y. T'as envie gauche-droite d'y percute, c'est bon. C'est aussi un moyen de régler ses comptes avec ses ennemis, quelque part. Bon, évidemment, avant tout, c'est l'aspect quand même pécunier qui ressort. Comme vous pouvez vous en douter, le spectacle est au rendez-vous, et le public également, donc le cachet du lutteur augmente de manière astronomique. Mais il y avait un problème à cette époque au niveau de l'organisation des combats, c'est que le combat allait rarement jusqu'au bout parce que ça partait en baston. Littéralement, tout le temps. Et des fois, c'est allé tellement loin que ce sont des histoires qui ont littéralement marqué l'historique de la lutte sénégalaise. Je vous jure, c'est vrai. Genre par exemple, en 1942, lors d'un combat qui opposait Bosco Sow à Falangai, les supporters ont tout simplement détruit le stade. Un exemple parmi tant d'autres. Et ça, les organisateurs n'y étaient pas pour rien, parce qu'au lieu de privilégier la sécurité, entre guillemets, du combat, tout ce qu'ils cherchaient, c'est le profit, ce qui fait que l'aspect sécurité était super négligé, et donc les gens pouvaient se mettre dessus quand ils pouvaient. En fait, il faudra attendre jusqu'en 1958 pour que la lutte sénégalaise soit à peu près codifiée avec la création du premier secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, dirigé à l'époque par Aliou Tall. C'est avec la création de cette entité que la lutte sénégalaise est officiellement définie comme un sport, et du coup la décision de créer une arène nationale est prise, donc ce qui veut dire que toutes les petites arènes qu'on a citées jusqu'à là vont disparaître pour laisser place à une grande arène. Mais c'est pas fini, parce qu'en 1959, une fédération de lutte a été créée, avec Adrien Fall à la tête, et cette fédération va marquer une étape très très importante dans la lutte sénégalaise, puisqu'elle va servir à la régulation et à la promotion de la lutte sénégalaise à Dakar. Cette fédération portera le nom FSL, Fédération sénégalaise de lutte, sous le sigle de la FSLADA, Fédération sénégalaise de lutte, amateur et discipline assimilée. Le rôle de la FSL consiste à développer et contrôler la pratique de la lutte sénégalaise dans tous les styles et surtout sur l'ensemble du territoire national. Il a aussi comme mission d'attirer un maximum d'adeptes, d'assurer leur formation, leur perfectionnement et aussi leur permettre de participer à toutes les compétitions, que ce soit nationales ou internationales. Faut savoir que cette fédération est composée de ligues et d'associations de base et que son bureau exécutif est composé de 27 membres, dont 18 élus et 9 qui sont cooptés. Les épreuves sont définies en termes de nature, de règlement et de modalités d'organisation. Vous voulez savoir un scoop ? En fait, en réalité, la lutte avec frappe devait tout simplement disparaître, puisqu'en janvier 1974, lors d'un conseil des ministres, le président Senghor avait décidé d'interdire la lutte avec frappe, la jugeant trop déshonorante pour l'image du pays. On n'est pas passé loin, En fait, il autorise la lutte à une seule condition, c'est qu'elle se fasse sans frappe. Sauf que vous vous rappelez, la lutte sans frappe ramenait pas autant de monde que la lutte avec frappe, donc ce qui veut dire aussi toute une économie qui va s'écrouler. Et c'est ces mêmes raisons financières que la fédération va utiliser contre le président afin de le convaincre de les laisser pratiquer la lutte avec frappe, et ça marche. Et au-delà même de la finance, en fait, le problème de cette interdiction allait créer un réel chaos dans le pays, puisque sur le plan affectif, la lutte avec frappe était considérée comme le sport favori d'une grande partie de la population sénégalaise. Socialement, elle a des vertus parce qu'elle permet aux lutteurs qui pratiquent ce sport d'améliorer considérablement leur niveau de vie. Et sur le plan culturel, la lutte avec frappe était accompagnée de folklore, avec des chants et des danses qu'on appelle les bacs, mais on reviendra dessus après. Et tout ce mélange justifiait la place importante qu'elle détient dans la société sénégalaise. Pour vous parler de l'importance du mystique dans la lutte sénégalaise, j'ai besoin absolument de vous illustrer un scénario. En fait, il faut savoir que le jour d'un combat de lutte, tout se déroule très tôt dans la journée. Dans la matinée du combat, les médias sont déjà respectivement dans les quartiers des lutteurs qui doivent s'opposer et tout est diffusé en direct de manière continuelle pendant la journée. Parce qu'au risque de vous méprendre, la lutte sénégalaise, ce n'est pas que la partie où ils se tapent, où ils s'attrapent, c'est tout un spectacle. Et commençons par le premier, le tous.
Le tous ou le back consiste à chanter ses prouesses en vue d'intimider l'adversaire et de séduire son public, tout en dansant sur des rythmes de tam-tam. Et c'est crucial pour un lutteur de se démarquer via sa danse, car c'est ce qui va représenter son écurie, mais surtout lui. Les supporters connaissent en général par cœur le tous de leur lutteur préféré, un peu comme une célébration de foot. C'est l'un des spectacles les plus attendus avant chaque combat, car c'est un cocktail de symphonie coupé au son des tam-tams et des griots. C'est waouh quoi. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un griot, j'en parle dans ma vidéo sur Youssou N'Dour, donc si tu ne l'as pas vu, fonce. Bon, le stade est enflammé, ils ont tous dansé la danse de leur lutteur préféré. Maintenant, on va rentrer dans la dimension qui est probablement la dimension la plus complexe de cette lutte sénégalaise, c'est le mystique. Je ne vous apprends rien en vous disant que l'Afrique est un continent très mystique. Jusque-là, je pense que tout le monde me suit. Pour mon cas, je ne peux que vous parler du Sénégal, car c'est le pays que je connais, mais je peux vous assurer une chose, c'est que si t'es quelqu'un qui a très peur de tout ce qui est sorcellerie, etc., la lutte n'est absolument pas fait pour toi. Ni le foot. D'ailleurs, aucun sport, en fait, ne joue pas là-bas. En fait, ce qui est paradoxal dans la lutte sénégalaise, c'est que la victoire est certes assurée à 50% par la technique du lutteur, par sa qualité, mais je vous assure qu'il y a 50% où tout est misé sur le mystique. Chaque lutteur, voire chaque écurie, a son propre marabout, et c'est super important. La tenue type du lutteur est composée à 50% d'une couche, qu'on appelle le ngembe. En fait, c'est une sorte de couche, mais fait avec des draps. Et 50 autres %, il est complètement griffonné de gris-gris. Évidemment, ça dépend des lutteurs, parce qu'en fonction des lutteurs, il y en a qui sont beaucoup plus sobres que d'autres au niveau des gris-gris, mais il y en a certains qui sont complètement attachés que de ça. Mais ça, c'est que la partie physique du mystique, parce qu'en dehors de ça, il s'asperge également des litres et des litres de ce qu'on appelle du safara. C'est en gros une sorte de liquide magique qui est censé donner des pouvoirs aux lutteurs afin de les permettre de gagner. Ces liquides sont souvent faits avec des bouts de prière qui sont souvent macérés dans de l'eau, ou souvent mélangés à des produits qui ont une réputation d'être magiques, histoire de privilégier le lutteur au maximum. Et étant donné que c'est un sport où à la fin de la journée il faut quand même s'accrocher à la personne, vous vous doutez bien que ça a posé quelques petits soucis pendant les combats. En fait, le problème majeur que ça pose, c'est qu'on n'a pas le contrôle sur ce qu'il y a dans les bouteilles ou dans les liquides, ce qui fait que des adversaires s'aspergent avec des liquides super gras ou super glissants. Évidemment que c'est pas cool pour l'adversaire parce que s'il t'attrape, il glisse. Et maintenant, à chaque combat, les arbitres tâtonnent la peau du lutteur pour voir si tout est en norme et que les peaux ne glissent pas. Faut savoir que quand même le combat est sifflé, les marabouts ne s'arrêtent pas de prier. En fait, leur activité ne prend quasiment jamais fin puisqu'ils sont tout le temps concentrés sur le lutteur et ils font tout. Ils invoquent tous les esprits pour que leur lutteur gagne. Bon, forcément, ça ne marche pas à tous les coups, mais c'est pas pour autant qu'on leur en voudra, puisque en fait, ils sont souvent engagés pour la carrière du lutteur et que un tiers que génère un lutteur pour un combat va à son marabout. La spécificité du combat avec frappe exige du lutteur des qualités physiques particulières et une maîtrise de la boxe. Pour assurer cette formation, les lutteurs se retrouvent souvent au sein d'une écurie. Ces écuries rassemblent des lutteurs partageant des critères informels tels que l'ethnie, la zone géographique d'origine ou l'amitié. Et au sein de ces écuries, tout est hiérarchisé. Le leader ou le chef de file émerge en fonction de son palmarès et de sa popularité. Chaque lutteur conserve son manager, ses marabouts et ses conseillers qui le soutiennent particulièrement lors de ses combats. En vérité, il y a pas mal d'écuries qui n'ont pas de statut juridique légal, mais les lutteurs s'efforcent de créer un esprit d'équipe propice à leur épanouissement en tant que sportif. Et cette solidarité se manifeste avec un soutien sans faille avant ou pendant le combat par les membres de leur écurie. Il est également interdit de compétir avec un membre de la même écurie, en particulier s'ils font partie de la même ethnie. Mais cette règle, on la retrouve le plus souvent chez les Sérères ou chez les Waalo. L'organisation d'un combat de lutte avec frappe est une véritable transaction commerciale impliquant d'importants moyens financiers pour les cachets du lutteur et les frais d'organisation. Jusqu'à présent, l'objectif était de tirer profit des recettes générées par les billets d'entrée. Les structures, autorisées par la fédération à organiser des combats de lutte avec frappe, doivent être en règle avec l'article 811 du Code des obligations civiles et commerciales qui définit les associations de personnes mettant leurs biens en commun pour un but bien déterminé, autre que le partage des bénéfices. De 1982 à 1986, la réglementation élaborée par le CNP, qui est le Comité national provisoire, exigeait l'achat d'une licence d'organisateur d'une valeur de 100 000 francs, valable pour la saison sportive en cours. Bon, une fois que toute la paperasse administrative bouclée, l'organisateur autorisé doit prendre contact avec le lutteur sollicité par l'intermédiaire de son manager. Ensemble, ils fixent le montant du cachet en fonction de l'adversaire potentiel, et une fois le contrat signé, le manager reçoit une partie de la somme convenue, et à partir de ce moment, le lutteur ne peut plus se désister 24 heures avant le combat. Le contrat précise l'heure d'arrivée au stade, l'heure du début du combat,
combat, le nombre d'accompagnateurs autorisés sur l'aire de compétition, ainsi que le montant des retenues en cas de non-respect des clauses contractuelles. La taille de l'enceinte varie en fonction du lieu du combat. Dans les arènes, elle peut varier, tandis que dans les stades, une surface de 100 m² est recommandée, la plupart du temps délimitée par des barrières ou des sacs de sable. Parfois, une surface illimitée est requise pour certains grands combats, mais ça reste quand même assez rare. Pour la durée des combats, la règle change pas mal souvent, mais on va retenir une règle qui a été validée juridiquement, à savoir qu'un combat de lutte avec frappe dure 45 minutes, divisé en deux périodes, 30 minutes et 15 minutes. Les premières 30 minutes autorisent l'utilisation des coups de poing. Si aucun terrassement n'a eu lieu pendant cette période, un repos de 5 minutes est accordé aux deux combattants avant la deuxième période, qui se déroule en lutte traditionnelle sans frappe. La victoire est obtenue par terrassement sur le dos, le ventre, les côtés, les fesses et les mains, la tête ou les genoux. Elle peut également être obtenue par la règle des 4 appuis, qui s'applique quand les deux genoux et les deux mains d'un lutteur touchent le sol simultanément. La lutte avec frappe reste populaire en milieu urbain, en grande partie grâce à la couverture médiatique. Les médias tels que les journaux, la télévision ou la radio contribuent à attirer l'attention du public sur ces combats de lutte. Les contrats, les séances d'entraînement et les interviews de lutteurs font l'objet de reportages télévisés et les journaux participent à maintenir cet engouement médiatique qualifié de digne des grandes rencontres internationales. Et il y a de quoi faire dans cette lutte puisque quand une affiche intéressante est proposée, les amateurs n'hésitent pas à se déplacer en masse, générant parfois des recettes considérables atteignant des millions de francs CFA. La lutte avec frappe se distingue des autres sports par le soutien financier significatif qu'elle apporte au FACEP, Fonds d'appui au sport et à l'éducation physique. Cette contribution correspond au montant des taxes perçues sur la recette brute des séances de lutte, 15% si la manifestation se déroule dans les infrastructures de l'État et 10% quand la manifestation se déroule dans les arènes. Il faut savoir que ces financements a permis et soutenu le développement de plein d'autres disciplines sportives au Sénégal. Et la lutte est tellement lucrative que certaines associations sportives et culturelles organisent des combats de lutte avec frappe dans le but explicite de rechercher des moyens financiers. Et c'est là qu'on va rentrer dans les problèmes engendrés par toute cette organisation, parce qu'on estime que si la lutte avec frappe était mieux prise en charge, elle pourrait jouer un rôle encore plus important dans le développement du sport sénégalais, étant donné que les moyens financiers sont souvent déterminants pour le niveau de performance des formations sportives. Malgré tous les bons côtés qu'on vient de citer, la lutte sénégalaise présente malheureusement de nombreux problèmes. Pour commencer, il y a la quête absolue de la victoire qui pousse des fois les lutteurs à faire n'importe quoi, mais c'est un problème mineur à côté des violences et de la dégradation. À défaut de dire que c'était mieux avant, faut savoir que chaque événement de lutte avec frappe était autrefois une célébration à laquelle les spectateurs participaient en communion. C'est pourquoi l'idée de mettre en place une réglementation commune avait été envisagée, préservant ainsi son aspect folklorique et original. Cependant, la dimension culturelle s'efface progressivement face à une course effrénée vers le profit, entraînant des comportements en contradiction avec les règles élémentaires de ce sport. Et pour pas mal de personnes, il faut agir car la lutte est une discipline qui soutient énormément de familles au niveau financier. Mais ça, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Plongeons-nous dans le deuxième problème. Depuis 1969, les structures chargées de gérer la lutte avec frappe ont subi plusieurs changements, souvent liés à des querelles d'intérêt entre les acteurs du milieu. Cette instabilité a conduit à l'impossibilité totale de mettre en œuvre à long terme les programmes élaborés par les différentes équipes. Les conflits ont conduit à la création de plusieurs comités nationaux provisoires, chacun ayant sa propre vision pour le développement de la lutte. Malgré les tentatives de réforme, les crises ont toujours persisté, impactant négativement la discipline. Des désordres persistent dans l'organisation des combats de lutte avec frappe, engendrés par le non-respect des obligations contractuelles, les retards, la négligence des règles vestimentaires et le non-respect envers les bacs. Ces problèmes ont entraîné des mesures strictes, telles que l'interdiction des manifestations dans les stades en 1977 et la suspension temporaire des activités en 1987. Les lutteurs, les managers et les amateurs ont été tous pointés du doigt pour leur contribution à ces désordres. Nous avons vu tout à l'heure que pour que les lutteurs performent, il fallait qu'ils s'initient à la boxe. Et bah vous savez quoi ? C'est cette même initiation à la boxe qui a commencé à poser d'énormes problèmes au niveau de la lutte. Parce que l'introduction des entraîneurs de boxe dans les écuries de lutte a augmenté considérablement la violence des combats, ce qui vient accentuer le risque de blessures graves pendant un affrontement. Les lutteurs, de plus en plus formés aux techniques de frappe, utilisent ces compétences pour gagner des millions, négligeant parfois la sécurité. Les blessures spécifiques à la lutte avec frappe, telles que les déchirures, les saignements et les fractures, sont devenues monnaie courante, mettant en péril la santé des participants. La violence des combats a conduit à des interdictions et des suspensions temporaires d'activité, soulignant la nécessité d'une réglementation plus stricte pour préserver l'intégrité de ce sport. Les cachets sont le principal problème à l'origine des divergences entre les principaux acteurs du milieu. Mais c'est d'autant plus un problème car c'est elle qui permet à la lutte sénégalaise de survivre. Actuellement, la rareté des combats est due à l'exigence financière exorbitante des lutteurs qui ne correspond plus à la popularité décroissante de la lutte avec frappe. En 1969, le Conseil national avait fixé les pourcentages suivants. 20% des recettes pour le vainqueur,
15% pour le vaincu et 15% pour chaque lutteur en cas de match nul. En 1982, de nouvelles propositions ont émergé avec le Conseil national de la presse où les montants étaient liés au lieu du combat. En 1988, la fédération a proposé pour la première fois un plafonnement des cachets, fixant les sommes à verser aux lutteurs entre 50 000 et 600 000 francs CFA, mais vous vous doutez bien, plein de lutteurs se sont opposés à cette réglementation. En fait, les lutteurs soutiennent que les cachets devraient faire l'objet d'une discussion ouverte et libre, car un contrat implique des négociations et non des obligations. Et ça peut se comprendre parce que beaucoup d'entre eux dépendent financièrement des combats, mais se retrouvent souvent avec des sommes insignifiantes après avoir divisé l'argent en plusieurs dépenses, telles que les marabouts, l'encadrement technique, etc. Mais pour les dirigeants, la justification est tout autre et ils donnent deux raisons. Protéger les amateurs contre les hausses abusives des billets d'entrée et protéger les organisateurs afin qu'ils puissent honorer leurs obligations financières tout en tirant des bénéfices de leur investissement. La lutte olympique et la lutte traditionnelle ont souffert de la cohabitation avec la lutte avec frappe car les ressources générées par cette dernière n'ont pas atteint les objectifs fixés. Les déficits, tels que celui du combat de Manga 2 contre Balaguer en 1988, soulignent la nécessité d'une organisation et d'une gestion méthodique et relationnelle pour que la lutte avec frappe ne soit plus considérée uniquement comme un sport à part, mais comme une discipline bénéfique pour les lutteurs et les organisateurs. Comme vous avez pu remarquer, je ne parle pas spécialement de ce qui se passe en 2024 dans la lutte sénégalaise, car cette vidéo est vraiment venue se concentrer sur l'historique pur de la lutte sénégalaise de manière générale. Il y aura sûrement une deuxième partie où on évoquera en détail les lutteurs qui ont marqué l'histoire et entrer plus personnellement dans chaque histoire de lutteur. Mais en attendant, j'espère que cette vidéo vous a quand même plu. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, comme d'hab, vous connaissez la chanson. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!